Marianne, tu nous dis. Hein. Essayez de parler dans le micro, essayez de vous mettre au milieu. Je vais essayer. C'est bon? Oui, c'est bon. Mesdames et messieurs, citoyens, citoyennes, chers amis, chers camarades, la libre pensée de la Dordogne et l'Union départementale des familles laïques sont heureux de vous accueillir cet après-midi pour une conférence avec un conférencier que nous connaissons, en tout cas les Bergeracois connaissent bien, car il est natif du pays foyen. C'est quelqu'un qui a eu un parcours professionnel dans la santé, aussi un engagement militant pour la défense des services publics, quelqu'un qui a fait un travail de recherche, je dirais, historique, intellectuelle et culturelle sur l'histoire du mouvement ouvrier et les différentes formes que cette classe sociale s'est donnée à elle-même pour pallier aux imperfections et au système inégalitaire de la propriété privée. Donc j'ai rencontré à titre personnel Jean-Michel Toulouse, c'était durant le festival des Réclusiennes l'année dernière, et j'avoue que j'ai été enchanté par l'intervention de Jean-Michel Toulouse. Il a su braver certaines interprétations du marxisme qui s'attaquaient viscéralement au jacobinisme. Et Jean-Michel a défendu avec force et vigueur l'héritage de Robespierre, de son œuvre sociale, qui, dans un contexte historique difficile pour le peuple français, a affirmé des principes qui ont eu des répercussions dans le monde. Je pense notamment à l'indépendance de Haïti, où effectivement des esclaves se soulèvent au nom des idéaux de la Révolution française. Donc la Révolution française a fait des petits, en tout cas. Voilà. Donc nous sommes heureux, militants laïcs, de recevoir donc Jean-Michel Toulouse, qui va nous présenter donc son travail, ses travaux, qui portent sur la démocratie directe salariale, sur que faire pour changer la société capitaliste. Voilà, donc il y a un stand de bouquins qui seront à votre disposition après la conférence, si cela vous intéresse. Et je n'ai pas fini, excusez-moi. Je voudrais juste en introduction, donc là je présentais Jean-Michel, juste en introduction vous dire que le travail de Jean-Michel Toulouse ne tombe pas du ciel. Il y a deux périodes historiques qui, selon moi, sont importantes. Une période après la terreur, après la chute de Robespierre, un militant, Cracus Babeuf, qui est le père du socialisme français, écrit dans la Tribune du Peuple qu'il voit la Convention, et il voit à travers la Convention deux expressions de la République. Il dit il y a une partie qui se veut républicaine, mais qui veut une République aristocratique, bourgeoise, attachée viscéralement à la propriété privée, et qui entend donner le droit de vote aux détenteurs des moyens de production. Et il y en a une autre, minoritaire, qui s'est exprimée à travers les maisons du peuple, le jacobinisme dans son aile la plus radicale, la plus avancée, et à travers le babouvisme. Celle-ci dit « Cette République est populaire et démocratique et veut la communauté des biens ». Et je pense que le travail de Jean-Michel Toulouse s'inscrit là-dedans. La deuxième date, et je finirai parce que nous sommes quand même dans un lieu chargé de symboles pour la classe ouvrière, la Charte d'Amiens. Ce texte fondateur du syndicalisme français précise des objectifs à la classe ouvrière. C'est la double besogne. La première, c'est de porter les revendications salariales et d'avoir satisfaction de ces revendications, entre autres la diminution de temps de travail et les augmentations de salaire. Et la deuxième besogne, que malheureusement les confédérations qui se disent fidèles à la Charte d'Amiens oublient, c'est que le syndicalisme français se doit d'être aussi un projet alternatif qui a pour but de renverser la société capitaliste et d'ouvrir à la société des producteurs associés, donc des hommes libres et égaux qui vont s'unir, qui vont délibérer ensemble, qui vont étendre les droits démocratiques, qui ne seront plus proclamés mais qui seront concrets. En gros, le prolétariat veut la République jusqu'au bout, il veut faire la République du travail. Je vous remercie et je donne la parole à Jean-Michel. Bon, merci Isaac, il ne me reste plus grand-chose à dire finalement.
Bon, d'abord, je voudrais remercier la Libre Pensée de la Dordogne et puis l'Union des familles laïques de cette sympathique intervention, invitation, qui me permet de faire cette intervention. Bon, j'espère ne pas trop décevoir ceux qui sont à peu près sur la longueur d'onde qui vient largement d'être indiquée, que je ne ferai que finalement illustrer, hein. Et que ceux qui ne sont pas du tout sur cette longueur d'onde, nous sommes en démocratie et vous savez que c'est du choc des idées, hein, que les choses avancent, hein. Voilà, donc nous devons être prêts à subir et assumer toutes les contradictions et toutes les interrogations qu'on est susceptible de nous opposer. Voilà. Alors, je vous dis ça d'autant plus que moi, je vais vous présenter une thèse, hein. Parfois, vous lisez des bouquins, vous ne savez pas trop à la clé ce que l'auteur a voulu démontrer. Avec moi, vous risquez, je ne suis pas le seul, vous risquez ne pas avoir ce problème-là, hein, parce que moi, j'annonce la couleur tout de suite. Ce qu'a dit Isaac, je m'inscris complètement là-dedans. Donc, je me réclame de la philosophie matérialiste, historique, celle de Marx. Et d'ailleurs, je m'inscris en faux d'ailleurs contre une certaine vulgate marxisante qui ne fait que dénaturer, hein, souvent la philosophie authentique de cet auteur, de cet économiste, de ce sociologue, de ce philosophe. Et je me réclame également d'un certain nombre de gens, vous le verrez au cours de l'exposé, je ne vais pas tous les citer, mais bien entendu nos grands maîtres de la grande Révolution française, hein, voilà, Saint-Just, Robespierre, bien entendu, et donc Rousseau, mais aussi tous ceux qui ont suivi pendant le 19e siècle, hein, donc je ne serai pas, et le 20e siècle, je ne serai pas exhaustif, bien entendu, mais ça va naturellement de Marx Engels jusqu'à naturellement Gramsci, et puis des auteurs qu'on connaît moins, mais qui méritent d'être connus, comme par exemple les vrais militants de la Révolution allemande de 1919-1923, qu'on connaît mal. Donc, pas seulement Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht, bien entendu, hein, dont vous savez comment ils ont fini, j'en dirai deux mots, mais également d'autres auteurs que je vais vous citer tout à l'heure. Peut-être vous entendrez leur nom pour la première fois, ça m'étonnerait d'ailleurs, parce que je sais à quel public je m'adresse. Mais vous verrez, ce sont des auteurs quand même qui sont assez intéressants, hein, comme par exemple Paul Matic, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. J'y reviendrai. Bon, donc ma thèse, elle est très claire. Nous ne sommes pas en démocratie, contrairement à ce que tous les médias peuvent nous dire. Et par contre, le peuple français, de par son histoire, vous allez voir ce que je vais vous connaissez tout ce que je vais vous dire naturellement, mais on fera quelques petites, si vous voulez, incidentes très très ciblées, hein. C'est ce que j'appelle les fulgurances historiques. Il y en a quand même pas mal, vous verrez, au cours de notre histoire. Donc je me limiterai à l'Europe occidentale, ce qui est une première erreur, parce que si vous traversez l'Atlantique, vous vous rendez compte qu'il y a des expériences très très intéressantes de démocratie directe dans les populations amérindiennes. Si vous allez du côté de l'Afrique, même chose, hein, je vous apprends rien, hein. Et si vous allez jusqu'en Extrême-Orient, il faut savoir que, y compris dans l'ancien empire, les anciens empires chinois, il y avait, dès les âges les plus reculés, et d'ailleurs c'est pas pour rien que Mao s'est largement inspiré de tout ça, hein, des communes populaires paysannes qui avaient déjà des assemblées et qui décidaient à la majorité, vous voyez, hein. Et tout ça, naturellement, on ne le sait pas, on ne nous l'apprend pas, hein, dans nos chères études. Bref, mais je me limiterai, si vous voulez, à l'Occident, à l'Europe occidentale. Bien, donc ma thèse, nous ne sommes pas en démocratie, mais par contre, le peuple français, mais aussi beaucoup d'autres peuples, bien entendu, hein. Ne croyez pas que je vais défendre un nationalisme replié sur lui-même, pas du tout, même si je suis un défenseur de la souveraineté nationale, la souveraineté du peuple, plus exactement, puisque vous savez que ça, c'est un des grands acquis de la Révolution française, et qu'il n'est pas question, pour ce qui me concerne, de passer ça à la trappe. Et donc, le peuple français est tout à fait capable aujourd'hui de construire un nouveau paradigme, un nouveau modèle de démocratie. C'est celui que j'appelle la démocratie directe salariale.
Alors vous pouvez me dire, mais la société française, il n'y a pas que des salariés, bien sûr. Mais vous avez au moins, plus de 85% des personnes qui sont salariées. Il ne faut pas se tromper. Il n'y a pas seulement les ouvriers. On dit que les ouvriers sont en train de diminuer en pourcentage. Certes. Mais si vous totalisez les ouvriers et les employés, vous êtes déjà à 53% de la population active de ce pays. Et puis vous rajoutez tous les fonctionnaires des 4 fonctions publiques. Je dis 4 parce que vous avez les communaux, les collectivités territoriales, départementales, régionales et la fonction publique d'État. Vous avez tous les enseignants, vous avez tous les ingénieurs, cadres et techniciens qui font partie, que je sache, des salariés, même si ce ne sont pas des ouvriers, encore que, on pourrait discuter. Bref, si vous totalisez, vous avez à la campagne des gens qui ne sont pas forcément propriétaires de la terre, qui travaillent. Bon, si vous totalisez un petit peu tout ça, vous êtes largement, donc au-delà de 80-85% de la population. C'est pourquoi je dis démocratie directe, salariale. Je vais essayer de le justifier après. Bien, donc vous ne serez pas étonné donc, si je vous dis qu'effectivement, depuis 2500 ans d'histoire, pour se limiter à l'Europe occidentale, eh bien, les événements historiques ont fait qu'aujourd'hui, le peuple français est mûr pour une nouvelle forme de démocratie. Alors, je vais diviser mon exposé en 3 parties, si vous voulez bien. Une première partie, je vais vous faire un peu d'histoire. Je ne vais rien vous apprendre, parce que je pense que chacun se souvient ou s'est cultivé lui-même ou par ses propres lectures un certain nombre de ce que j'appelle les fulgurances historiques. Et vous allez voir, il y en a à foison. Beaucoup plus qu'on ne le croit. Ça sera la première partie. La deuxième partie, ça sera qu'est-ce qui s'est passé depuis la Révolution française? La nôtre, la grande, qui d'ailleurs ne commence pas le 14 juillet 1789, contrairement à ce qu'on croit. Qu'est-ce qui s'est passé le 14 juillet 1789? Certes, le peuple parisien a pris la Bastille, d'accord. Mais quel est le régime politique qui en est résulté? C'est une monarchie constitutionnelle, ne l'oublions pas. C'est-à-dire que la noblesse était encore quelque part au pouvoir. Elle n'avait pas été complètement éliminée politiquement. Bon. La vraie Révolution française, c'est le 10 août 92. Et j'essaierai de vous dire pourquoi tout à l'heure. Puisque c'est là qu'apparaissent, effectivement, même s'ils étaient déjà dans la constituante, et après dans la législative, les héros révolutionnaires de France, les vrais, les Robespierre, les Saint-Just, les Couthon. Voilà. Voilà des gens, si vous voulez, qui effectivement ont marqué l'histoire de France. Donc la deuxième partie, c'est qu'est-ce qui s'est passé depuis cette grande révolution. Et vous verrez que là aussi, les exemples sont multiples sur les premiers linéaments de cette démocratie directe dont je vous parlerai. Et puis la troisième partie, ça sera, bon, tout ça c'est bien joli, mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'on peut proposer pour, une fois qu'on a vu un petit peu ce qui se passait dans les siècles précédents, qu'est-ce qu'on peut faire à notre époque? Parce qu'il ne vous a pas échappé que, effectivement, la situation politique n'est pas si brillante que ça, finalement. Bien, alors, un peu d'histoire, jusqu'en 1789. Alors, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, rassurez-vous, je vais simplement vous, comment dirais-je, acter quelques petites choses que, naturellement, il y a ici déjà des enseignants, des historiens, des gens cultivés qui ont eu beaucoup de lectures, donc je ne vais rien vous apprendre, mais simplement rappeler un certain nombre de choses et replacer tout ça dans une certaine interprétation historique. Puisque vous savez qu'aujourd'hui, quand on nous parle de démocratie représentative, on nous dit « le peuple n'est pas capable de se diriger lui-même. Il lui faut des représentants. » D'accord? Alors moi, je vais vous dire ce que je pense de ça. Alors, la première fulgurance historique, eh bien, c'est Athènes. C'est la démocratie athénienne. En moins 490, grosso modo, jusqu'en moins 330. Je m'arrête là. Après, vous savez ce qui se passe. C'est le Macédonien qui arrive, terminer la démocratie des cités, les cités grecques. Et parmi les cités grecques, peu fonctionner sur le mode démocratique. Et je vais vous en citer une, c'est Athènes. Parce que Athènes, si vous voulez, c'est le modèle, tous les historiens sont d'accord là-dessus, pour expliquer un petit peu ce que c'était que cette démocratie athénienne, grecque. Puisque c'est de là que nous vient le mot démocratie.
Demos kratos, la puissance, le pouvoir du peuple. Kratos, pouvoir, démos, peuple. Donc la cité d'Athènes, il ne faut pas non plus l'idéaliser. Tout le monde sait bien que dans la cité d'Athènes, c'était l'esclavage. Il n'y a pas qu'à Athènes d'ailleurs. Hein. Donc il ne faut pas idéaliser ça. Les femmes n'avaient pas le droit de siéger à l'Assemblée, à l'Ecclésia. Hein, l'Ecclésia, l'Assemblée, qui a donné Église. Elles étaient réduites au gynécée. Encore que certaines grandes aristocrates grecs ne restaient pas dans le gynécée. Bref, comme la femme de Périclès notamment. Bref. Vous aviez aussi une catégorie de gens qui s'appelait les métèques. Ça n'a pas du tout le même sens qu'aujourd'hui. Hein. Les métèques, c'était les artisans, les commerçants, voilà. Et qui n'avaient pas, si vous voulez, la citoyenneté grecque, hein, qui n'avaient ni père ni mère grec. Mais voilà, ils pouvaient faire tout ce que les autres pouvaient faire, sauf siéger à l'Assemblée. Voilà. Et ça, c'était, pour un grec, l'essence de la démocratie, c'était de siéger à l'Ecclésia, à l'Assemblée. Bien. Alors, il y a 3 institutions qui m'intéressent, moi, si vous voulez, dans cette démocratie. Ça, c'est la réforme de Clisthène. Hein. Bon, voilà, c'est un homme politique grec, si vous voulez, qui a institutionnalisé tout ça. Hein. Bon, et notamment, vous voyez un petit peu la carte de l'Attique. Excusez-moi, je n'ai pas fait de PowerPoint. Donc vous voyez un petit peu comment se situe l'Attique. Ben, il a divisé l'Attique en 139 dèmes. C'est, si vous voulez, des communes. Voilà, on appelle ça des communes. Hein. 139 communes, voilà. Eux-mêmes rattachés à 30 tritii, c'était les cantons, les grands cantons, voilà. Et donc en 10 tribus. Tous les Athéniens, tous les gens de l'Attique, si vous voulez, étaient divisés en 10 tribus, mais attention, hein, c'est pas du tout au sens ethnique du terme, hein, c'était plutôt des subdivisions administratives. Hein. Voilà, il faut savoir qu'en Grèce, l'ethnicisme n'existe pas, sauf quand il parle des barbares qui ne parlent pas grec. Barbare, barbarigme, barbaros, les barbares, ils ne parlent pas grec. Bon. Mais les tribus, si vous voulez, c'était des subdivisions administratives. Donc il faut se souvenir de ce monsieur qui s'appelle Clisthène et qui était vraiment un des génies institutionnalistes de cette époque. Et donc il y a 3 institutions qui apparaissent. Bon, vous les connaissez. L'Ecclésia, l'Assemblée. Vous avez la boulée, tirée au sort. Important ça, le tirage au sort. Et vous avez les tribunaux de l'Élié, également tirés au sort. Voilà. Donc vous voyez déjà, ce qui caractérise un petit peu cette démocratie athénienne, c'est que on élit certains spécialistes, comme les stratèges par exemple. Hein. Évidemment, vous n'allez pas élire général quelqu'un qui n'a aucune culture militaire. Bon. Donc cela a été élu. Par contre, les membres de la boulée, qu'est-ce que c'est la boulée ? C'est une sorte de comité exécutif, si vous voulez, qui était chargé de préparer les délibérations de l'Ecclésia, de l'Assemblée, et de mettre en application donc ce que l'Assemblée décidait. Eh bien, ces gens-là étaient tirés au sort. Vous voyez, il y a 2500 ans, hein, d'accord ? Donc, quand on vient nous dire aujourd'hui que le peuple n'est pas capable de se diriger, les Grecs faisaient déjà ça il y a 25 siècles. Hein. Très bien. Et puis, donc, l'Élié, c'était les tribunaux, et ils étaient également tirés au sort. Voyez, donc n'importe quel citoyen grec pouvait être tiré au sort, et comme il y avait à peu près, donc les historiens ne sont pas très d'accord entre eux, à quelques dizaines ou à quelques centaines de près, si vous voulez, hein, mais on suppose, d'après les statistiques, les découvertes, des divers documents archéologiques, les auteurs antiques qu'ils ont croisés, etc., bon, il devait y avoir, si vous voulez, dans l'Attique à ce moment-là, en gros 300 000 habitants, tout compris. Et dans ces 300 000 habitants, vous aviez un paquet d'esclaves, naturellement. Et si vous enlevez les femmes et les métèques, il nous reste 15 à 20 000 citoyens. 15 à 20 000 citoyens. Eh bien, ces 15 à 20 000 citoyens, 5 à 6 fois par mois, vous avez bien entendu, 5 à 6 fois par mois, se réunissaient sur donc la Pnyx. Alors, si vous allez à Athènes, on ne vous fera pas visiter la Pnyx. Hein. Alors, vous aurez droit au Parthénon, vous aurez droit au théâtre d'Épidore, un petit peu plus loin, vous aurez droit à l'Agora, vous aurez droit au temple, effectivement, j'ai oublié son nom, qu'on voit depuis le Parthénon, en bas, là, un théâtre, d'accord,
on ne vous fera pas visiter la PNIX. Pourquoi on ne vous fera pas visiter la PNIX? Vous avez répondu vous-même à la question. Parce que, tout simplement, c'est un haut lieu symbolique de la démocratie, la PNIX. Si vous voulez, les Grecs, si vous êtes allé par contre au théâtre des Pieds d'Or, vous aurez tout de suite compris. Vous déchirez une feuille de papier en bas, vous l'entendez tout à fait en haut. C'était des maîtres de l'acoustique, les Grecs. Et donc, dans le roc, ils avaient taillé une sorte d'amphithéâtre, si vous voulez. On en voit encore les restes. Et si vous vous amusez à prendre la parole depuis la tribune, qui est taillée dans le roc, moi j'ai demandé ça à un ami, tu te places tout à fait au fond là-bas et tu me dis si tu m'entends. Et moi je parlais, un peu comme ça, si vous voulez. Et il a entendu tout ce que je disais. Donc ça prouve, si vous voulez, que non seulement c'était des maîtres de l'acoustique, mais que effectivement, il y avait eu des textes aussi, naturellement, là-dessus. Hein. C'est pas de l'imagination. D'ailleurs, tout ce que je vais vous dire là, moi, vous pouvez les vérifier. Hein. C'est factuel. Voilà. Tout ce que je dis aujourd'hui, vous pouvez le vérifier. Avec les historiens, les philosophes, les sociologues, tout ce que vous voudrez. Bien. Et donc, le peuple, des citoyens, bien sûr, se réunissait 5 ou 6 fois par mois, et, d'après les auteurs classiques, antiques, on estime qu'il y avait là 7-8 000 citoyens. 7-8 000 citoyens qui décidaient de toutes les questions politiques de la cité. Est-ce qu'il faut entrer en guerre avec Sparte? Est-ce qu'il faut bâtir, consolider la flotte athénienne? Est-ce qu'il faut étendre le droit de cité? Est-ce qu'il faut... Voilà. Est-ce qu'il faut lever les impôts? Est-ce qu'il faut les augmenter? Est-ce qu'il faut les baisser? Quel est le régime de la terre? Tout ce que vous voudrez. Tout ce qui relève de la vie concrète des citoyens était décidé à l'Ecclésia par 7 à 8 000 citoyens. D'accord? Pourquoi ce qui pouvait se faire à Athènes, à cette époque-là, ne pourrait pas être refait dans nos États aujourd'hui? Je vais revenir là-dessus. Parce qu'on nous dit, ah oui, mais c'est possible dans les petites cités, mais c'est absolument impossible dans les grands États, nations d'aujourd'hui. C'est faux. Et je vais vous démontrer tout ça tout à l'heure. Athènes. Bon, on abandonne Athènes. On a toujours des difficultés à abandonner Athènes, parce que c'est quand même, voilà, un peuple intéressant. Rome. Alors Rome, c'est autre chose. Autre fulgurance historique. Alors Rome, je vous dis tout de suite, rien à voir avec une démocratie. C'était une aristocratie sénatoriale terrienne, féroce, qui maltraitait sa plèbe, hein, c'est clair. Mais, voilà, il y a quand même 2 institutions qu'il faut connaître à Rome, et qui méritent notre réflexion. Premièrement, le tribunat du peuple, qui a quand même été créé en 490-457. Hein. Ils ont commencé par 1, par 2, par 3, par 4, jusqu'à arriver à 10 tribuns du peuple. Ils avaient le droit de veto, c'est-à-dire que si les consuls, qui eux étaient désignés électoralement, mais qui la plupart du temps étaient des aristocrates, hein, des propriétaires terriens, esclavagistes, d'accord, faut pas oublier non plus que l'esclavagisme, à Rome, ça sévissait quand même, hein, encore, bon, et pendant longtemps. Eh bien, les tribuns du peuple pouvaient opposer un veto contre les décisions des consuls, voilà. Et le tribun du peuple, il avait ce qu'on appelait à l'époque donc la puissance tribunicienne, voilà, et donc ils étaient inviolables, sacro-sancti, sacro-saint, voilà. Vous ne pouvez pas faire atteinte à leur fonction, à leur personne, à leur fonction. Ils avaient donc ce qu'on les latins appelaient la potestas tribunica. Bon, laissez tomber, c'est la puissance tribunicienne. Voilà. Et la deuxième institution qui a été aussi réinventée par les Romains, puisqu'elle existait déjà en Grèce, je vous l'ai dit, avec l'Ecclésia, sur la Pnyx, c'est les comices. Alors, ce n'est pas les comices agricoles. Comices, ça veut dire assemblée. Et donc, vous aviez plusieurs catégories d'assemblées, si vous voulez, et il y en a une qui m'intéresse particulièrement. Donc, vous aviez les comices curiates. Ça, c'est la grosse aristocratie terrienne, voilà. Et puis, vous aviez, effectivement, ensuite, les comices tributes. Voilà, puisque Rome était aussi divisée en tribus, comme la Grèce. Subdivision administrative, d'accord? Et donc, le peuple romain, si vous voulez, les citoyens romains, toujours pareil, hein, ni les esclaves, ni les femmes, ni ceux qui n'avaient pas la citoyenneté romaine, se réunissaient donc, si vous allez visiter le forum, alors là par contre, juste à côté du Sénat,
voyez encore la construction du Sénat. Juste à côté, vous avez un vaste emplacement. C'était l'ancien comice. Et c'est là que se réunissaient, dans les premiers temps de la République, hein, le peuple romain qui débattait sur, effectivement, le consul X propose telle décision. Est-ce que nous, comice tribute, on est d'accord ou pas? Et c'est donc là les tribuns du peuple qui menaient la barque. Ce n'étaient pas les consuls dans les comices tributes. Et donc, effectivement, si le tribun du peuple disait veto, les 3/4 du temps, vous avez compris qu'il était suivi naturellement par l'immense majorité du peuple, puisque l'immense majorité du peuple, naturellement, appartenait à la plèbe, pas aux aristocrates, aux propriétaires terriens, d'accord? Bien, donc voilà les deux institutions qui sont quand même assez intéressantes. Hein, à Rome, malgré le caractère un peu aristocratique de cette République. Bien, on en a fini avec Rome. Vous voyez, je suis très, très synthétique. C'est plus détaillé dans le bouquin, si ça vous intéresse. Je vais à l'essentiel pour ne pas être trop long. Bien, ensuite, malheureusement, en Occident, il y a une longue période, si vous voulez, où il n'y a pas grand-chose, je dirais, du point de vue politique. Hein. Il se passe beaucoup de choses. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Pendant le Moyen-Âge, de la chute de l'Empire romain, 460 et des poussières, jusqu'à, effectivement, on va dire, le XIIIe siècle, hein, il ne se passe pas grand-chose. Je parle encore une fois politiquement. Mais alors, au XIVe siècle, là, ça commence à être intéressant, politiquement. Qu'est-ce qui se passe au XIVe siècle? Vous avez naturellement toutes les révoltes paysannes. Vous en avez en France, vous en avez en Allemagne. Je me suis limité à ça, il y en a ailleurs. Bon, qu'est-ce qui se passe en France? Les grandes jacqueries. Alors ça, c'est le folklore. Les grandes jacqueries, c'est gentil, tatata. Non, non. Eh bien, figurez-vous que dès 1356-1358, il y a deux personnes dont on entend très peu parler. Alors il y en a un, on le connaît bien. On le connaît bien, c'est un bourgeois, l'un des premiers bourgeois en France, Étienne Marcel, ça vous dit quelque chose? Le prévôt du marchand de Paris, qui a organisé la première révolte de la bourgeoisie naissante, hein, à cette époque. Et de l'autre côté, quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout, sauf les spécialistes peut-être, qui s'appelait Guillaume Carle, C-A-R-L-E. Ça, Guillaume Carle, si vous voulez, c'était le chef des Jacques, le chef des grandes jacqueries. Et si un jour vous passez à Laon, eh bien, ayez une pensée émue pour Guillaume Carle, parce que c'est là qu'il est tombé dans une embuscade, montée par la noblesse, et qu'il a été froidement assassiné, si vous voulez, et c'est ça qui a mis fin, parce qu'à l'époque on s'attaquait au chef, naturellement. Quand on s'attaquait au chef, on avait de grandes chances d'en finir avec le mouvement. Eh bien, la noblesse de l'époque avait tout compris, elle a liquidé physiquement et Guillaume Carle et Étienne Marcel. D'ailleurs, c'est une grande leçon que la bourgeoisie retiendra, ça. Et ils ont compris qu'ils ne pourraient rien faire contre la noblesse s'il n'y avait pas d'alliance avec la paysannerie. Et ça vous rappelle quelque chose, notamment la nuit du 4 août. Eh bien, ces révoltes paysannes, pourquoi je vous en parle? Alors, je serai plus rapide sur ce qui se passe en Allemagne. En Allemagne, c'est 2 siècles plus tard. Vous avez tous entendu parler de Luther, naturellement, et la réforme. Mais il y a quelqu'un qu'on connaît beaucoup moins. C'est Thomas Müntzer. Alors, je vous parle de Thomas Müntzer, je pourrais vous parler aussi d'autres personnes, mais bon, je n'aurai pas trop le temps de détailler. Hein. Wendell Hitler, si ça vous intéresse, tout est là-dedans. Voilà.